Bon, à auditeur, là, doit-il comprendre. Donc, nous, on va essayer de faire le tour d'horizon de l'actualité centrafricaine. Bon, c'est notre premier rendez-vous avec Orphée Douaclé, qui se trouve du côté de Reims, en France. Donc, il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps en République centrafricaine. Bon, on sait que depuis quelques temps, la République centrafricaine vit dans des moments troublants. Mais il y a des points qui nous amènent aujourd'hui à nous rapprocher de certains fils et certaines filles du pays pour avoir leur point de vue, leur lecture par rapport à la situation. Alors, aujourd'hui, la rédaction KDVox voudrait savoir ta lecture, ton observation, parce que nous voyons que tu analyses beaucoup de points, tu fais beaucoup de décryptage sur certains points, sur certaines choses qui se passent dans ton pays, mais nous aimerions bien vraiment aller en profondeur. Selon toi, pour commencer, nous allons aborder le voyage, le déplacement de travail de Touadéra au niveau des États-Unis, de l'Europe et en Russie. Et nous allons terminer pour la deuxième partie avec les massacres qui se passent, les tueries qui se passent aujourd'hui dans certaines localités de la République centrafricaine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur Douaclé, na la bangondo Timon, na gongotik bia solo quitter la Centrafrique si le goelo assisté na assemblée générale de ONU, 72e assemblée générale de ONU. D'après toi, qu'est-ce que tu aimerais bien que le président fasse véhiculer comme message pour que demain ça puisse changer pour une fois en République centrafricaine devant au moins 192 États qui étaient là et gouvernements qui étaient là lors de cette 72e assemblée générale du Conseil de sécurité à l'ONU? C'est prétentieux de dire que qu'est-ce que je peux conseiller au président, puisque le président il a des conseillers qui sont mieux placés que moi. En tant qu'observateur civil politique centrafrique, en tant que Mlingeti Kodro, qui solo que la société Kodro et que le bail soit qui passait qu'à l'égena paix, c'est le karatite le tenekete dans Doni. Et donc par rapport à voyage si Gati Kodro aux États-Unis, ils suivent ils suivent et seul le chanson du petit tiré, c'était dommage que le accent Nandoti qui a à tour où tu comprends. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que les Nations Unies, à côté d'une difficulté, États-Unis, ça beaucoup de Fontala, le commencé qui tenait, le commencé qui tenait, le traîné qui tenait, le skinet. Donc, le fait qu'il réduire un des budgets, si Nations Unies en général, fortement ministre aussi, que le budget de la Russie qui tenait à diminuer. Donc, pendant qu'il peut s'y tenir et plaider par rapport à le fait que les Nations Unies, ça descend, il dirait qu'il tenait, il profite qui va, façon que ça envoie une soit plus simple et soit petit tenir qui comme à tout outil, il fallait tenir le plaider, il fallait le million de militaires centrafricains que sur la formation restructurelle, un bina d'assaut déjà, il a déjà prêt à petit aider, petit à terrain, ça fait des coups à plaidoyer, par rapport à la remobilisation militaire centrafricain. Alors, tango sosi bia undi nambegeti kodroti oncle Sam na États-Unis, le sinambegeti poto si le timbina président français Emmanuel Macron namo bangando timo na timbingo na biati kodroti mbegeti franjiso bangondo timo na doti timbingo tereso aketonga nanye teneso le tene restera pleinement engagé aux côtés de nos amis centrafricains, notamment à New York, dans la perspective du renouvellement de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Nous y sommes aujourd'hui engagés, comme nous sommes engagés dans l'OITM. Nous avons été fortement engagés sur le terrain et nous continuons à l'aide dans toutes les négociations qui viseront à renforcer la place et le soutien de la communauté internationale à vos côtés. Il faut que la politique au langage le langage diplomatique surtout à diplomatie aussi si tu as intérêt donc namo mo pensé que pipo akegi que teleti watakala so Macron atene malgré ça si la France a toka si a sangaris na tango so si kodroti la bilani si a arrêté il se soit doit y passer. Non, pas forcément
il se manque il est avocat. Moringa que France a une difficulté là. Moringa que toi, tu as besoin d'un territoire français même. Et puis, avec Mingi. Et puis, à réduire le nombre aussi militaire dans la Baninga. Donc, en Benito aussi, priorité, je pense à la fois qu'il y a un niveau Sahel, il va aux personnes Barkanka. Donc, si tu as la maison Macron, tu as économie, il va aussi que, pour la Gamio, na Kutakamba, ti Okuta Watongo, ti Armita, la société missionnaire même. C'est un type associé à mon qui est à Armita là. Donc, en Benaya, d'assaut, il est gagné. Et que président Macron le peut dire que c'est ton gâteau, mais peut-être être autrement que, sauf si il y a son politique, il y a des autres. Mais il faut une monnaie comme argent contemporain. Soit qu'il y a un langage diplomatique, là, si Macron a dit, Fana, président de la Kénima, et puis, qu'on a peut-être que le monde de ma banque en ligne, à niveau des Nations Unies, on a terminé à 4 ans, c'est un théâtre où vraiment, il va dire que à tout petit effort à faire partie de l'engagement de France également là. Donc, il peut encore été encore responsable du cas, peut-être, mais il faut y souhaiter n'a pas parce que si tu as qui a grand des cas, c'est-à-dire que quand on a encore au midi, là c'est à la qui a grand des cas. Donc, il peut espérer encore un appel. Tour d'horizon bati goé donc il dit tout japé à son bati maï à la coup tinga que bon n'ambege n'a pas côté aussi biati kodro Faustin Archange toi dira à timbina bati le team begeti kodro ti c'est franzi le goé le sina devant ti soit il a tenu conseil des droits de l'homme n'ambegeti Genève dans kodro ti Suisse. Ben avant tel aussi cas il faut que me rappeler que bon biati kodro lani tant sur le go n'ambegeti kodro ti Tchad a posé la question en bati so a journaliste a undanalo tingango iso bangon dotlo nandoti teneti génocide rapport aussi azoti MINUSCA asara lani azoti Nations Unies asara par rapport à exaction aussi à Tourougou timbegeti c'est Tchad à la sara nandoti à centrafricaine nambegeti Bangui si lo biati kodro lo sa ben tenes aussi orfen bitinga bangon do timo nandoni. C'est un rapport des Nations Unies et nous-mêmes en tant que président de la République centrafricaine nous n'étions pas au courant de la préparation de ce rapport. C'est à 2 jours de sa publication que nous en étions informés. Évidemment, ce qui est dit là-dedans engage donc les auteurs de ce rapport. Voilà ce que nous pouvons dire et nous savons que le Tchad nous a beaucoup aidés pendant les moments les plus difficiles de notre pays. Ça a permis de revenir à la paix en République centrafricaine. Et c'est toujours dans ce sens-là que nous sommes venus nous enquérir des conseils et du président Déby sur les questions sur l'évolution de la réconciliation en Centrafrique. Déjà, il faut comprendre que le Centrafrique est dans un espace global. Et dans ce espace, il y a le Tchad qui est à notre nord et qui a une place importante aujourd'hui dans le jeu géopolitique au niveau de l'Afrique et avec son engagement auprès de l'armée française dans l'opération Barkhane. Et ça, c'est un fait très important à ne pas occulter. Et deuxièmement, on sait de l'autre côté que le Tchad, il y a des liens étranges avec, mais décevants, en faveur de certains chefs rebelles centrafricains. Ces éléments, le président de la République le sait, autant que n'importe quel centrafricain. Donc, s'il a fait le choix de contester le rapport des Nations Unies qui est là-bas et qui le soutient, certainement il y a des raisons. Ces raisons nous échappent et que on aimerait bien qu'il y ait plus de communication pour éclairer pour être dans le secret de Dieu et éclairer un peu l'opinion pour adoucir les choses. C'est triste de pouvoir le dire, mais on se rend compte. La question a été gênante et peut-être qu'il a trouvé que c'était la seule manière de pouvoir bien faire, c'est de décliner, de donner une réponse pour incriminer le Tchad, en espérant que le Tchad puisse se sentir rassuré pour jouer en faveur de la paix, en Centrafrique. Cette carte, est-ce
De mon humble avis, je ne crois pas. Peut-être de son avis à lui, puisqu'il est le président de la République, il trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Je suis désolé, et il pouvait dire autrement les choses, qu'ils allaient revoir ensemble avec les auteurs du rapport pour voir les tenants et les aboutissants et de se prononcer plus tard. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu qu'ils le disent plus simplement afin que les Centrafricains ne se disent pas qu'ils sont lâchés par leur président, puisque les victimes de l'armée tchadienne sont nombreuses en Centrafrique. Donc c'est comme si contester aussi leur souffrance, contester tout ce qu'ils ont vécu. Est-ce que ne vois-tu pas là un risque, par exemple, par rapport aux travaux que va entreprendre maintenant la Cour pénale spéciale, de mettre en doute, de mettre en cause, je voulais dire, le rapport de l'ONU, parce que ce sont ces travaux réalisés en prélude qui vont aider les experts de la justice, de la Cour pénale spéciale pour entamer des enquêtes. Ne vois-tu pas là un risque de minimiser le travail? Il n'y a pas eu de pré-génocide, il n'y a pas eu d'exaction de la part de soldats tchadiens sur le peuple centrafricain? Parler à cette étape de génocide, nous pensons que c'était suffisamment, c'était trop avancé. Je reprendrai mieux à cette question à la lumière des derniers événements, c'est-à-dire des tout à fait. On devait y arriver pour la deuxième partie, effectivement. Donc c'est une transition. Allez-y. Non, mais déjà comment on appelle ça, c'est la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique. Il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. Lorsqu'il y a la justice, il doit y avoir le volet réparation. Ça, est-ce que dans cette cour, ils ont prévu le volet réparation? La question se pose. Je n'ai pas trop d'éléments là-dessus pour me prononcer, mais lorsque le constat de base est rejeté par les autorités centrafricaines, on se demande sur quelle base cette cour va fonctionner, et seront-elles indemnisées ou pas, et quelles sanctions pour les différents chefs rebelles, quand on sait que souvent chez nous ce sont les ministres qui payent, et les gros poissons sont toujours à l'abri par des petits jeux politiques. C'est dommage, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, donc là, nous allons entamer la deuxième partie de notre tour d'horizon Actualité BAfrica. Les 2 dernières semaines ont été chaotiques dans beaucoup de localités centrafricaines. Vous avez été l'un des internautes qui a dû réagir par rapport à cette situation. Dites-nous, monsieur Douaklé, qu'était la situation à Kaka Bandoro? On a vu que a été traitée différemment, contrairement à ce que nous vivons actuellement dans la région de Kembe. Est-ce que vous avez une lecture particulière sur ces 2 situations qui prévalent aujourd'hui en République centrafricaine? La première au nord-ouest et la seconde au sud-est du pays. Je crois que j'ai fait un post sur ce qui s'est passé à Bukaranga. À Bukaranga, où on a vu la mobilisation, on a vu la présence pour la première fois sur le terrain pour aller à la rencontre des populations. Madame la ministre de la Défense, puisque l'ancien ministre de la Défense n'a jamais effectué un déplacement sur le terrain. On a vu que Madame Koyara était là, monsieur le ministre de l'Intérieur, l'inspecteur général des armées. Cette mobilisation a plu à tout le monde. Et on a vu aussi la présence des députés de la circonscription. Et j'avais évoqué dans mon post la rupture du principe d'égalité dans une république. Parce que qu'importe le nord-ouest ou le sud-est, qu'importe l'ensemble du territoire centrafricain, chaque partie est prise en charge par le gouvernement. Donc, on doit traiter chaque localité à titre égal. De la même façon. C'est pas parce que, oui, c'est pas parce que les députés se sont mobilisés et que ceux qui sont partis là-bas, on a vu la présence de 3 ministres et
la présence de 3 ministres, on a vu un vrai déploiement. On peut s'en réjouir. Ça, c'est bien. Et puis, les dénouements heureux pour la population de Bukaranga, on peut s'en réjouir. Ce que nous ne comprenons pas, c'est parce que, comme je l'ai déjà évoqué, on n'a pas vu une telle délégation, ni à Lindao, ni à Gambo, ni à Zemio. Parce que dans la même période, cela s'est passé au niveau des Zemio, des délégations. Beaucoup nous ont dit c'est parce que les natifs de ces contrées ne se sont pas mobilisés, contrairement à ceux de Bukaranga. S'il faut que chaque ministre, il faut que chaque contrée centrafricaine ait des ministres ou avec des poids lourds, on ne va pas me dire que le poids du député, par exemple, de Zemio, c'est le même que celui du député de Bukaranga qui était second aux élections présidentielles, c'est pas, et qui était aussi un Pourtant, Zemio fait partie de la région numéro 7, et dans la région numéro 7, nous avons aussi des personnalités qui ont un poids politique aussi conséquent. Donc, moi, est-ce que vous pensez que cette lecture, ça peut tenir, en fait? Je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez autant que moi. L'ancienne présidente de la transition est ressortissant de cette région. L'ancien premier ministre qui est aujourd'hui ambassadeur de la République centrafricaine en Afrique du Sud, M. Nzapaike, est aussi ressortissant de cette région. Donc, il y a aussi des poids politiques remarquables dans cette région numéro 7. Le risque, c'est que on fait appel maintenant à chaque centrafricain de se dire prenez responsabilité, laissez le gouvernement vaquer à ses occupations. Non, ça c'est le travail de ceux que nous avons élus. Nous avons des institutions qui sont mises en place. Nous avons des personnes qui ont été élues et que ces personnes ont des rôles et des fonctions à remplir vis-à-vis de la population. Si ceux-là ne doivent plus s'engager comme il se doit, et on se dit on va faire appel aux anciens poids politiques, je crois que sur le territoire centrafricain, il y a certaines contrées que vous ne trouverez pas cela. Et ces contrées, quel est leur avenir? Est-ce que, dites-moi, vu que le gouvernement faillit, le gouvernement n'a pas, en fait, les autorités actuelles n'ont pas vraiment la main sur la situation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a eu, effectivement, ces personnalités politiques qui pèsent sur la scène politique nationale, qui ont mis en place une sorte de lobbying, qui ont peut-être fait un plaidoyer remarquable auprès de l'état-major de la MINUSCA, ce qui a poussé la MINUSCA effectivement à engendrer, à mettre en place cette opération d'envergure. Est-ce que... Mais à notre connaissance, nous tous, il n'y avait eu aucune opération, il y a eu un ultimatum, et ces gens se sont repliés tranquillement. Personne ne s'est soucié, ils se sont déplacés de Bukaranga, personne ne s'est soucié. Sur leur chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Des petits villages qui sont dans les alentours, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'y a pas pensé. On s'est focalisé sur Bukaranga, mais sur les alentours, on n'y a pas pensé du tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ça. Je reviens encore sur le principe de l'égalité dans une république. Lorsque on veut que les natifs de chaque contrée se mobilisent pour trouver une solution, alors que nous avons des gens qui sont élus ou qui sont nommés pour faire ce travail, je crois que on favorise l'irresponsabilité. On favorise l'irresponsabilité. Nous avons élu des gens et que ces gens doivent, puisqu'ils se sont engagés pour des missions et nous avons fait confiance à eux, alors dans ce cas, qu'ils nous rendent des comptes. Je crois que la meilleure des choses, c'est de peser, de leur demander des comptes à eux pour qu'ils agissent pour l'ensemble de la République. Parce que, voyez-vous, M. Rouka, le prétexte premier de la Séléka, c'était quoi? Que la région nord a été abandonnée. Et donc, pour initier des mouvements, voici le mouvement Séléka. Est-ce que vous pensez vraiment que alors cet argument de dire que voilà le nord, le grand nord-ouest, le grand nord-est a été délaissé par les autorités de Bangui, est-ce que cet argument mis en avant par la Séléka, est-ce que vous pensez qu'ils avaient raison à l'époque ou pas? On va pas se mentir. On va pas se mentir.
dire, il y a un grand nombre on va prendre, par exemple, la Fakaga et le Umbumu et abandonner. Okay. Il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que cela est-il un prétexte suffisant pour déclencher la guerre? Ça, c'est là est moins sûr. Mais contester que ces régions ne sont pas abandonnées, c'est une sorte de contre-vérité qui n'aide personne. Non, la République a abandonné la majeure partie de ces territoires et c'est là, ça crée des frustrations, ça a abandonné par exemple au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 ans je crois, que Ambré, il n'y a pas d'école. Voilà des faits concrets et que jusqu'à présent il n'y a pas une solution qui a été trouvée pour que Ambré, les enfants repartent à l'école. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Des futurs rebelles, des futurs délinquants. Alors, pour terminer ce tour d'horizon, nous allons finir avec un point essentiel. Bon, le président a fait Sochi, il a fait la Russie, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Pendant qu'il était en Russie, nous avons vu qu'il y a un décret qui circulait, rendu public d'ailleurs, pas par les institutions en place, mais par un quotidien centrafricain, mais qui circulait sur l'étoile. Nous avons vu les nominations récentes qui ont fait des vagues de commentaires. Et d'après vous, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont raison d'avoir ces genres de commentaires par rapport à ces genres de critiques concernant ce dernier décret émis au niveau de la présidence de la République? Monsieur le Président lui-même, il avait donné sa parole, comme quoi il ne va pas négocier avec les groupes armés, il sera intraitable. Donc voilà, il avait posé les jalons dès le départ. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Donc le conseiller politique du mouvement UPC est le conseiller spécial du chef de l'État. Donc cet homme qui conseille Ali Daras conseille M. Touadéra. Et cela est effrayant à plus d'un titre. Et effrayant parce que on peut supposer au jour d'aujourd'hui que le bras armé du pouvoir de Bangui, c'est l'UPC et par extension SPRC. Des chefs rebelles qui ont commis la désolation dans les pays centrafricains. Comment le chef de l'État peut-il à ce point se méprendre pour prendre des gens de cet acabit pour mettre à côté de lui le conseil sur quoi? Et on va tirer encore sur le fil, on va se poser la question, quelle sera la coopération entre, si jamais les FACA doivent, puisqu'on crie, on veut la remobilisation des FACA, comment les FACA et l'UPC, qui de facto coopèrent avec le président, on peut dire qu'il y a une sorte de cogestion, puisque sur les gros dossiers de la défense, ces gens seront là pour intervenir, pour apporter aussi leur contribution, ces conseillers. Et alors, comment va-t-on faire? Est-ce qu'un pouvoir élu démocratiquement, sur la base de certaines promesses, peut-il se méprendre à ce point pour aller s'acoquiner à des rebelles, à des bandits de grand chemin, à des criminels? Est-ce que cela ne remet pas en cause la confiance que les chefs d'État ont mise en place avec la population centrafricaine, surtout sa parole d'honneur qu'il a donnée devant tous les Centrafricains pour dire qu'il va pas accorder d'impunité, il sera pas dans la négociation avec les groupes armés. Est-ce que vous pensez que cette nomination des conseillers spéciaux venant issus de l'UPC est une sorte de récompense pour Ali Daras Ali Daras, c'est un sujet nigérien en Afrique. Au jour d'aujourd'hui, les gens disent qu'il crée un certain équilibre pour ne pas que les peuples centrafricains subissent des exactions. Ça, c'est leur argument. Est-ce que nous pouvons nous asseoir là-dessus pour maintenant monter tout un château de cartes? Je crois que c'est une tentative hasardeuse. Parce que et cela ne donne-t-il pas une légitimité à Ali Daras de continuer à
à commettre des exactions sur le territoire centrafricain, tant même bien qu'il soit étranger. Mais oui, on lui a donné une carte blanche. C'est une récompense. Puisque son conseil politique est le conseil maintenant à les oreilles du président. Donc, c'est un courroie, je peux dire, c'est une sorte de courroie de transmission entre le président et les chefs de l'IPC. Les conséquences de cette nomination m'effraient à telle sorte que on se pose la question, puisque les chefs de l'État demandent seulement un discernement, pas forcé, mais négocié ou volontaire. Si ces gens ne déposent pas les armes, est-ce que nous pourrons aller aux élections futures dans de bonnes conditions? En tout cas, merci pour cette problématique qui va clore cet entretien, cette lecture, cette chronique. Est-ce qu'on va aller aux prochaines élections? Donc, nous demandons à nos internautes, à nos auditeurs de nous retrouver bientôt sur d'autres sujets que nous allons aborder avec vous. Et nous vous remercions d'avoir pris sur vos temps afin de répondre à toutes ces questions et donner vos analyses, votre lecture de la situation. Merci beaucoup, M. Kete. Merci beaucoup, M. Londou. Merci, au revoir.